pourquoi est-ce que la psychanalyse est convoquée par le malaise dans la civilisation mondiale actuelle? Je crois qu'elle est convoquée parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, on va dire entre les crises économiques, la crise écologique et le recommencement de certaines guerres d'occupation inattendues tout de même, eh bien ce recommencement indique quelque chose qui nous dépasse d'une certaine façon, c'est-à-dire convoque justement l'idée qu'il y aurait un inconscient à la fois collectif et individuel qui régente d'une certaine façon l'actualité globale. D'autant plus elle est globale et d'autant plus l'irrationalité semble tenir la barre, ce qui à ce moment-là invite justement une démarche comme la psychanalyse. Et ceci dès l'origine, puisque Freud lui-même parlait de ce malaise dans la civilisation ou dans la culture, qui caractérisait précisément la période qu'il a vécue, c'est-à-dire celle de la Première Guerre mondiale et celle de l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il est pratiquement mort au moment où la Deuxième Guerre mondiale commençait. C'est pas parce que la psychanalyse est convoquée qu'elle s'invite, comme dirait, vous savez, la phraséologie publicitaire qu'on voit partout maintenant. Elle semble ne pas s'inviter, au contraire, rester plutôt silencieuse, un peu mutique dans son coin, voilà, ou accaparée par d'autres problèmes qui semblent être plus dans ses cordes, c'est-à-dire en fait avoir affaire au psychisme, je dirais en rapprochement avec d'autres disciplines comme la psychiatrie ou la psychologie. Je crois que la psychanalyse a vraiment quelque chose à dire sur ce qui se passe dans la société globale, et c'est pourquoi je voudrais essayer de parler un peu de ça, même si c'est difficile. Je crois vraiment que des événements tels que nous les avons vécus, je dirais, depuis quelques années, ça fait pas très longtemps, avec une sorte de dévoilement en général de la crise écologique, une sorte d'éclatement au grand jour, d'une gamme presque complète de désordres écologiques causés finalement sur la planète elle-même, par la planète vivante, par les activités humaines. Avec les effets de martèlement sur le réchauffement, l'évidence de plus en plus grande du réchauffement, l'impossibilité de le nier, etc. Puis de l'autre côté, du côté des pollutions, les pollutions généralisées qui se dévoilent là aussi, attaquent les diverses générations, etc. Bon, il y a cette espèce de chose qui s'avance et qui nous montre que la planète est d'une certaine façon victime de l'activité humaine, cette même activité humaine que nous considérions jusque-là essentiellement comme un progrès sans limite, un progrès qui ouvrait vers des avenirs radieux. Et je crois que cette espèce d'illusion, transparaît, apparaît, se révèle, se dévoile aujourd'hui à de larges échelles. Et ce ne sont pas les tentatives technologiques, justement, d'une certaine façon, de réorienter cette orientation, qui sont convaincantes, puisque, effectivement, le bon sens nous indique plutôt que si on confie aux gens aux entreprises, aux organisations, aux banques, etc., qui ont fabriqué ce progrès, finalement, qui se révèle peut-être mortel, à relativement court terme, et pour tout le monde,
eh bien, il n'y a pas de raison qu'on leur fasse confiance pour faire un virage à 180 degrés et nous réorienter dans d'autres sens, alors même que ça rajoute des difficultés puisqu'il s'agit plutôt de limiter au contraire le productivisme, etc. Bon. Donc, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, eh bien, c'est quelque chose qui s'est déclaré il n'y a pas longtemps, en fin février, avec l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Chose qui était relativement inattendue, en particulier par les services secrets français, puisque le chef des services secrets français a été limogé. Ce que je veux dire, c'est que il y a tout de même une espèce de convergence des problèmes, convergence qui est d'ailleurs d'une certaine façon soulignée par le fait que, par exemple, l'Ukraine était aux premières loges sur la question du danger écologique, du danger du nucléaire, puisque c'est l'Ukraine qui a hébergé effectivement les centrales nucléaires, d'ailleurs soviétiques à l'époque, qui se sont caractérisées, enfin pour au moins, je dirais, l'accident emblématique de Tchernobyl, par effectivement quelque chose qui se manifeste sur la très longue durée, puisque c'est ça, hein, c'est des événements qui vident les populations et puis empêchent effectivement la vie humaine, au moins, si même si elle n'empêche pas nécessairement la vie animale, mais sur le long terme. Bon, et sur des aires extrêmement grandes, avec des phénomènes de radioactivité qui se répandent sur pratiquement peut-être jusqu'à la mer Noire. Alors, si vous voulez, c'est cet ensemble aujourd'hui qui se manifeste à la fois par la guerre, par la pollution, par la crise énergétique, bien sûr, en même temps, à la fois le défaut d'énergie et le fait d'avoir trop utilisé l'énergie qui, à la fois, a des effets de pénurie et des effets de pollution. Cet ensemble-là, je dirais, nous saute à la figure et nous provoque, je veux dire, dans notre rationalité, puisque jusque-là, nous avons pensé que nous pouvions tout régler par la rationalité, notamment la rationalité instrumentale, celle des ingénieurs, etc., celle de la technologie, celle de l'argent aussi, qui permettait des concentrations importantes et à travers cela des investissements massifs dans tel et tel sens, de façon à pouvoir effectivement parvenir à élever le niveau de vie de l'humanité entière et finir par abandonner la pauvreté, l'extrême pauvreté, etc. Bon. Et en fait, nous nous rendons compte que c'est pas ça du tout, et je crois que nous sommes atteints dans je dirais, la capacité, d'une certaine façon, de la rationalité humaine. Et évidemment, à ce moment-là, nous sommes conduits à chercher pourquoi est-ce que l'irrationalité est si massive, d'une certaine façon, à la fois du point de vue collectif et du point de vue individuel. C'est-à-dire pourquoi, à la fois, il y a eu des gens qui se sont spécialisés, je dirais, dans la fabrication de peut-être quelque chose qui va se révéler totalement illusoire, et par ailleurs, pourquoi est-ce que les masses humaines ont suivi avec enthousiasme. Ça pose la question de l'irrationalité, et d'une certaine façon, ça pose la question du concept d'inconscient qui a été déployé par Freud et par ensuite la psychanalyse qu'il a créé. C'est-à-dire pourquoi est-ce que, en réalité, ça n'est pas le sujet conscient, le moi, n'est-ce pas, le cogito cartésien qui fait la loi dans l'esprit, mais peut-être autre chose, de mystérieux, de sous-jacent, qui est à la fois inconscient et inconscient, qui existe dans les rêves, mais qui, je veux dire, a aussi des effets considérables dans les décisions, finalement, qui sont prises et dans les modes, notamment de croyance, et de croyance, notamment dans la rationalité, hein, la croyance scientifique et la croyance dans la technique. Alors, voilà le problème posé. Et évidemment, la psychanalyse est convoquée parce qu'elle existe, tout simplement, parce qu'elle a déjà, je dirais, traité d'une certaine façon le problème. Elle n'a rien résolu du tout, mais elle s'est manifestée. Elle a proposé des explications en lien avec d'autres disciplines comme l'anthropologie, etc. Et c'est pour ça que le fait que nous soyons trois, c'est-à-dire un psychiatre, un psychanalyste et un anthropologue, autour de la question justement du rôle de la psychanalyse dans la culture,
qui était déjà quelque chose, je veux dire, qui a été développé encore une fois, par Freud. Freud ne se contentait pas de recevoir des patients, ou plutôt des analysants sur le divan. Il avait aussi des réflexions sur la culture en général, parce que la culture est un phénomène largement subjectif, et ce phénomène subjectif, par conséquent, est partie prenante à la fois dans ce qui affecte les individus et ce qui affecte les individus dans les communs, dans la communauté, c'est-à-dire dans les idéologies globales, ce que Freud appelle le lien social. Voilà, et donc on peut pas le nier. Alors il s'est particulièrement interrogé sur les grandes institutions dans lesquelles justement il y a une relation entre la subjectivité individuelle et l'appel à des imaginaires, je dirais, d'une subjectivité sociale qui serait le dirigeant religieux, la figure christique, mais aussi le chef militaire qui entraîne ses troupes. On pourrait parler aujourd'hui de la façon dont les narcos, par exemple, les chefs narcos réussissent à entraîner dans la mort des centaines de soldats, voilà, sans que ces milliers de morts fassent au moindre problème du point de vue de l'adhésion pour suivre justement ces personnages. Donc, personnages charismatiques. Bon. Voilà. Alors, on va dire, mais c'est pas nécessairement lié à la culture mondiale. Bah si, parce que justement la culture mondiale, c'est le terrain de jeu, d'une certaine façon, aujourd'hui, de la culture. Et par exemple, si on parle des narcos, on parle de la drogue a fini par être un phénomène mondial, et je veux dire un marché mondial, pas seulement un phénomène d'amplitude, mais un phénomène d'amplitude organisé par un commerce mondial, dirigé par des grands dirigeants d'entreprises qui ont pour seule particularité par rapport aux autres d'être illégaux, mais sinon ça se ressemble énormément. Voilà, avec peut-être moins de morts du côté et encore c'est pas évident, il peut y avoir des morts différées, des morts cachées, des morts, je pense par exemple aux grandes entreprises qui, je dirais, essayent de dominer complètement le secteur de l'agroalimentaire, ce qui signifie des pesticides, ce qui signifie des engrais avec des produits chimiques manipulés, etc., ce qui signifie la manipulation génétique pour l'appropriation, etc. On peut avoir des choses qui touchent directement à nos corps, tout en étant des structures qui aujourd'hui recouvrent le monde entier. Donc ce lien entre le monde entier et l'individu et la personne, il est fait d'une certaine façon par le système lui-même. Et naturellement, nous sommes en fait en tant qu'analystes, intéressés par la psychanalyse, tous les trois auteurs, mais il y en a bien d'autres, camarades ou non camarades, qui évidemment sont convoqués par cette question. Alors la question c'est, est-ce qu'on répond à la convocation et qu'est-ce qu'on va répondre? Et le problème que je vois, c'est que au fond nous sommes un peu bouche bée, si nous ne savons pas à quoi répondre. Nous sommes plutôt, c'est la question qui nous travaille, mais c'est pas nécessairement une question à laquelle nous pouvons répondre, n'est-ce pas, avec une explication, vous voyez, parfaitement rationnelle, etc., qui participerait d'une certaine façon d'ailleurs du problème, vous voyez. Donc, je crois que ce qu'on attend de la psychanalyse, ce que la psychanalyse attendrait d'elle-même d'une certaine façon, c'est de poser des questions plutôt que d'y répondre, mais de bien les poser, ou de les poser moins mal que d'autres. Je crois que je vais suggérer quelques petites choses en ce sens dans mon intervention orale, mais je vous invite à lire l'article justement pourquoi est-ce que la psychanalyse est convoquée par le malaise de la civilisation mondiale et qui paraît dans le monde diplomatique, et que voilà, vous pouvez essayer de réfléchir avec nous, enfin, nous invitons à réfléchir avec nous sur un domaine qui est un domaine qui concerne absolument tout le monde, aussi bien individuellement que collectivement, et sur les rapports d'ailleurs entre le collectif et l'individu, entre le sujet et l'objectivation en quelque sorte, voilà, de l'espèce humaine par les multitudes, voilà. Et nous sommes vraiment convoqués par ça, hein. Et après d'ailleurs bien des philosophies, qui ont accompagné ce mouvement de la civilisation. Au fond toujours avec une tendance mondialisante pour l'époque, enfin qui était plus ou moins régionale ou carrément mondiale si on prend
évidemment le développement à partir de la Renaissance des liens internationaux, notamment liés au colonialisme et à l'impérialisme, eh bien, bon, voilà, nous sommes tout à fait, je dirais, obligés de réfléchir sur ce que ça implique, la façon dont ça implique les individus, nous tous au fond, hein, mais en tant qu'un par un, chaque individu est convoqué en tant que sujet de cette culture mondiale dont on voit qu'elle déclenche non seulement les guerres, mais que aujourd'hui elle risque de mettre en péril la planète au nom d'idéaux de réussite, vous voyez, économique, etc., et technologique extraordinaire. Ce qui est d'ailleurs pas faux, il y a des réussites extraordinaires sur le plan technologique et économique. Le problème, c'est qu'avec ces réussites vont des dangers de plus en plus grands, de plus en plus graves, et au fond jouxte avec l'attitude suicidaire, on pourrait dire, hein, une attitude de suicide collectif. Voilà. Alors la question qui est soulevée, c'est celle-là, en quoi est-ce que le sujet humain, chaque individu qui parle, est lui-même convoqué d'une certaine façon par la situation des communs, et comment peut-il, je dirais, avoir une influence consciente relativement raisonnable sur des dérives entraînées par une rationalité apparente, et d'une certaine façon, par le fait même de sa croyance dans la rationalité. Vous voyez, moi j'oppose un peu ratio et raison, enfin la raisonnabilité dans lequel on entend le fait de pouvoir être discuté, vous voyez, s'oppose à la rationalité en tant qu'elle serait une vérité unique qui serait abordable par une sorte de cogito rationnel, formalisable, et finalement mécanique. Hein. Est-ce que, voilà, donc nous sommes convoqués par ça, et la psychanalyse nous montre qu'au fond c'est très difficile d'arriver à... C'est même impossible d'associer définitivement des signifiants à une réalité, un contenu très précis, très exact, etc., calculable, alors que par ailleurs tout se défile, c'est-à-dire que tout se défait et tout en même temps, vous voyez, se déploie dans une prolifération d'embranchements, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est montré par la parole, qui est comment dire demandé dans la cure analytique, hein, la cure de parole justement, ce qui est demandé à l'analysant et aussi à l'analyste évidemment, c'est justement de parler et donc d'entendre la parole. Bon, là, que la parole, je ne rentre pas dans les détails, soit évidemment essentiellement le fait de l'analysant, la parole en tant qu'énonciation, pas nécessairement justement en tant qu'écoute, c'est une réponse déjà, naturellement. Alors, si vous voulez, bon, en quoi est-ce que ça participe du malaise dans la civilisation ou dans la culture, tel que l'envisageait déjà très nettement Freud, hein, à travers des livres, des ouvrages, bon, qui étaient des ouvrages au fond savants, hein, qui essayaient voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur le contenu des théories freudiennes, parce que c'est pas la place, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Mais je voudrais indiquer simplement quelques directions qui nous permettent tout de même d'espérer que la psychanalyse ait sa part dans un débat sur, au fond, ce que c'est que la civilisation humaine. Bon, alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce que nous présente encore, mais dans un état critique et presque catastrophique, la culture mondiale aujourd'hui, c'est les effets, je dirais, composites et voire contradictoires de la rationalité. Encore une fois, j'oppose raison à ratio. Hein. La ratio, c'est la ration, c'est l'exactitude du découpage, etc. Et c'est aussi ce qu'on pourrait
inféré du discours de Descartes quant à l'homme-machine, n'est-ce pas, qui est certes inspiré par Dieu dans la glande pinéale, mais sinon il est il est comme les autres machines, c'est-à-dire que sauf que sa machinerie à lui tient dans sa pensée. La pensée, il s'exprime sous forme de cogito, c'est-à-dire cogito ergo sum, je pense donc je suis. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, on a affaire là à une maîtrise totale de la pensée sur l'être, sur l'existence. Nous savons maintenant que ce savoir est limité. Il y a quelque chose qui ne rentre pas. C'est justement le domaine de l'inconscient dont Freud disait, dont Lacan disait par ailleurs, l'inconscient ne vous veut pas du bien. Vous voyez. Et effectivement, si l'inconscient est basé sur l'espèce d'accroche presque fébrile, vous voyez, extrêmement comment dire, volontaire, etc., à la maîtrise, une maîtrise, vous voyez, par justement un sujet imaginaire qui serait le moi, n'est-ce pas, voilà, qui maîtriserait tout de sa vie, etc., etc., alors que justement ce que montre la psychanalyse, sur le divan, certes, mais également par une réflexion plus générale, c'est que la maîtrise de l'humain sur la nature et sur lui-même, c'est quand même relativement faible. Et que la ratio ne comble pas complètement, car je veux dire, l'espace entre le savoir et le réel, parce que le réel échappe toujours d'une certaine façon au savoir. Et non seulement il échappe, mais plus le savoir tente de déterminer de façon extrêmement précise, exacte, etc., mathématique, tout ce que vous voulez, le réel, et plus d'une certaine façon le réel lui échappe. C'est-à-dire que quelque chose n'est pas prévu. Quelque chose n'a pas été pris en compte. Et les plus grands mathématiciens, bien sûr, savent ça. Les techniciens aussi le savent. Ils savent qu'il y a dans l'ordinateur ne joue pas avec l'humain. L'ordinateur impose une loi qui est une loi mécanique qui en fait supprime le jeu. Il n'y a plus de jeu. Quand aux échecs, vous connaissez absolument toutes les parties qui ont été jouées et que vous êtes capable de les ressortir en quelques secondes face à un autre, vous avez supprimé le jeu. C'est tout. Vous n'avez pas... vous n'avez pas mis en évidence la faiblesse de l'esprit humain. Vous avez mis en évidence que lorsqu'on sait tout sur tout, vous supprimez le jeu, c'est-à-dire justement cette capacité d'invention, d'adaptation imprévue, de perfectibilité dont parlait justement Rousseau, etc. C'est-à-dire que voilà, nous sommes mis face à ça aujourd'hui. Nous sommes remis, nous avons été à plusieurs reprises, et à chaque fois nous avons en fait trouvé un biais d'une certaine façon pour réinstaller l'inconscient au sommet, c'est-à-dire pour réinstaller la croyance fébrile et vous voyez, dans la maîtrise. Or, la question aujourd'hui que nous savons, c'est que la plus grande maîtrise entraîne la plus grande non-maîtrise. C'est-à-dire que ça, nous sommes ouverts aujourd'hui, à cause de ces idéologies du progrès rationnel, fondées sur la rationalité. Par exemple, je pense à toutes les théories de l'ingénieur sur comment est-ce qu'on appelle ça, sur l'économie d'échelle, par exemple. Et c'est une vaste fumisterie, c'est-à-dire que vous faites des économies d'échelle, oui, d'un certain côté, mais d'un autre côté, si vous agrandissez l'échelle, vous allez agrandir évidemment l'échelle de la nuisance dont vous ne tenez pas compte dans l'économie. Ce qui était une économie qui tiendrait de compte absolument de toutes les nuisances serait évidemment contradictoire. Hein. C'est ce que le grand économiste Georges Skurugen, qui aurait dû avoir un prix Nobel depuis longtemps, disait, à partir du moment où l'économisme, qui fait partie de cette rationalité, élimine d'emblée au départ tout ce qu'elle fait et qui n'est pas comptabilisable, eh bien évidemment on risque de se retrouver dans la situation dans laquelle on est, à savoir une crise écologique massive, due précisément à un fonctionnement irrationnel finalement, déraisonnable, un fonctionnement déraisonnable, peut-être rationaliste, mais déraisonnable de l'économie. Et bon, ça, il s'agit de l'économie, mais l'économie, vous voyez, justement, se transforme en écologie, puisque l'écologie devient la forme ultime de l'économie qui montre qu'en réalité, nous sommes perdants, tous ensemble, dans la manipulation rationnelle, apparemment, d'un marché, marché des biens dans lesquels on ne tient absolument pas compte du revers du marché, qui est justement sa condition écologique.
Et donc ça, maintenant, on le sait. En quoi est-ce que ça concerne la psychanalyse? Ça concerne la psychanalyse tout simplement parce que la psychanalyse tente de rendre compte, au moins un peu théoriquement, etc., tente de rendre compte, puis elle peut aussi, s'y confronter directement dans chaque, je dirais, action analytique, dans chaque situation d'analyse d'une personne qui, en s'analysant via l'analyste, comprend que finalement sa volonté de maîtrise par un sujet qui est son moi est quelque chose sous lequel court une réalité tout autre, et qui, elle, n'est pas contrôlable. Eh bien, je crois que c'est ce que nous démontre aujourd'hui, à l'échelle même de la planète. Alors, il y a effectivement des tas de choses qui peuvent interférer. Hein. Par exemple, le fait qu'une croyance, à un moment donné, elle est plus ou moins fonctionnelle, elle répond à des besoins, on ne choisit pas, c'est pas une affaire de psyché, c'est une affaire de nécessité absolue, etc. Oui, sans doute. Mais le fait est, c'est que si on avait rentré dans cette nécessité absolue, les effets déjà tout à fait connus, moi, qui ai pas mal travaillé sur les risques du travail, les risques professionnels, les risques en général, les risques pour la culture, etc., les grands risques, les grandes peurs, etc., j'avais commencé à travailler notamment sur justement le début de l'écologisme aux États-Unis, qui a précédé tout le monde. Hein. Les États-Unis ont précédé tout le monde. Après, il y a eu des prises de pouvoir par des princes de l'argent qui se sont détournés, qui ont créé une sorte de mur de l'argent autour de la question écologique, qui ont détruit des choses qui avaient été entamées avant. Mais si vous voulez, on voit avec l'émergence de l'écologie, Rachel Carson, etc., dans les années 1960, qui découvre que les grands lacs américains sont complètement pollués et que les poissons sont détruits, etc., par l'excès de DDT. On voit bien qu'à ce moment-là émerge quelque chose qui servira de point de vérité, de véracité tout au long de l'histoire depuis cette période-là, hein, déjà un bon bout de temps. Eh bien, on voit, si vous voulez, que l'irrationalité, c'est-à-dire la volonté de considérer qu'on a la maîtrise de tout et qu'on va régler ce problème-là, est évidemment fautif des erreurs qui vont se succéder après et qui vont s'aggraver progressivement, vous voyez, en dépit des avertissements les plus raisonnables, vous voyez, et les plus fondés scientifiquement en plus, vous voyez. Donc, ce phénomène-là d'une espèce de, vous voyez, espèce d'obligation de conneries, on pourrait dire, quelque chose qui affecte l'humanité, mais pas spécialement parce que il y aurait des éléments de limitation de l'intelligence, ça existe aussi, bien sûr, mais je veux dire qu'ils sont faibles, parce qu'effectivement, l'espèce humaine, c'est une espèce très intelligente, et intelligente en plus par la dotation dont elle bénéficie de la parole et de la pensée. Mais il y a des choses qui vont avec et qui ne sont pas prises en compte. Et notamment ce désir de pouvoir, ce désir de maîtrise, ce désir de contrôle complet, ce désir de manipulation, ce désir, etc., de stratégique, on pourrait dire, généralisé, qui fait que, bien, au fond, à chaque fois, on va se heurter à des niveaux plus élevés, des échelles effectivement plus élevées de catastrophes. Des catastrophes entraînées par cette espèce de volonté acharnée de réduire, si vous voulez, les projets, les activités humaines à un contrôle par la pensée. On retrouve le cogito cartésien, qui est justement une des choses sur lesquelles la psychanalyse a réfléchi au cours des dernières décennies. Et voilà. Alors, bon, moi, voilà, nous sommes concernés par ça. Alors, je crois que déjà, se rendre compte. D'ailleurs, la formule m'a choisi parce que le compte, hein, on va encore comptabiliser, mais vous savez, nous sommes piégés justement par nos signifiants. Se rendre compte, c'est extraordinaire dans une période qui précisément est caractérisée par le fait qu'on a voulu tellement comptabiliser qu'en fait on n'a rien comptabilisé. Et la plupart des choses importantes de la vie ne sont pas comptabilisables. Donc voilà, cette espèce d'acharnement, un acharnement dans la ratiocination, un acharnement dans le rationalisme, va avec un acharnement dans le refus de la raison.
de la raison au sens du raisonnable. Voilà. Et donc de passer à l'âge adulte, diraient certains psychiatres, psychanalystes, c'est quelque chose qui semble extrêmement difficile pour l'humanité. Voilà. En acceptant cette vexation dont on parlait déjà Freud, cette vexation de ne pas être des animaux rationnels, purs, mais d'être travaillés aussi par les effets de l'inconscient qui, d'une certaine façon, emmène cette rationalité dans une volonté de pouvoir absolue qui est néfaste, totalement néfaste, on va dire, sur le moyen et le long terme, et ce côté néfaste, ce côté de nuisance transparaît avec plus de force quand justement l'ultra-rationalisme et l'ultra-volonté de contrôle, si vous voulez, par la pensée du monde, se trouve en échec. Mais quand il se trouve en échec, en général, il n'accepte pas l'échec, il se déplace. Par exemple, le déplacement sur l'algorithme, qui pourrait enfin remplacer les décisions humaines irrationnelles, alors que ce sera le comble de l'irrationalité, évidemment. La victoire générale des algorithmes sur la politique ou sur ce qui est un petit peu en train de se faire est quelque chose qui est évidemment voué à l'échec, et un échec grandiose, d'autant plus grandiose qu'on leur aura tout confié, y compris, pourquoi pas, le fait de pouvoir appuyer sur le bouton du nucléaire à un moment donné. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui effectivement convoque la psychanalyse en tant qu'une discipline qui s'est vraiment intéressée à la façon dont les sujets humains existent, mais dont la subjectivité humaine elle-même est fabriquée d'une certaine façon, de façon malaisée, avec des paradoxes et avec des contradictions, et avec je dirais des paradoxes, c'est-à-dire ça dépasse la contradiction, c'est-à-dire avec des éléments qui, je dirais, contrarient gravement le projet d'une maîtrise de l'avenir collectif, oui. Voilà. Mais c'est intéressant aussi parce que justement la psychanalyse est aussi une discipline, et surtout une discipline de l'individualité, c'est-à-dire que ce que ça montre, c'est que c'est justement chaque individu, chaque sujet humain à la parole, qui produit à son niveau, mais aussi peut-être parfois quand il peut interagir par des médias, etc., avec une foule très grande, c'est chaque sujet humain qui oriente, d'une certaine façon, contribue à orienter l'activité humaine générale et la vie humaine elle-même vers à la fois des conversations et des effets de production, de travail, etc., de partage des communs qui sont propices à l'accélération de la catastrophe. Autrement dit, l'idée que de toute façon nous avons peut-être en nous quelque chose qui est, de par le fonctionnement de la subjectivité dans la parole et les angoisses qu'elle produit, sur notre propre difficulté d'enfant à maîtriser le monde, par exemple, eh bien que cela nous entraîne dans des directions qui sont fatales beaucoup plus rapidement que ce que le modèle darwinien de l'évolution nous aurait promis à une espèce comme l'espèce humaine. Vous voyez. Donc, on est vraiment confronté à ça. Et cette confrontation, je pense, oblige la psychanalyse à faire passer un certain message. Faisons attention, c'est pas faites attention parce que nous sommes tous dans le même bateau justement. Faisons attention dorénavant, si nous le pouvons encore, aux tentations de remédier à des effets de catastrophe dus à des limites de nos savoirs et de nos contrôles par je dirais une augmentation incroyable, vous voyez, des effets, des contrôles et vous voyez, c'est-à-dire en quelque sorte soigner le mal par le mal, au fond fondamentalement ça ne marche pas, je dirais, ça marche dans certains cas très précis, mais il s'agit de métaphore, mais en réalité vous n'allez pas soigner un mal de tête par le fait de couper la tête. C'est pareil, c'est-à-dire que si vous augmentez encore le phénomène de pseudo-contrôle qui s'est exercé au départ d'une dérive technologique et scientifique et économique, etc., et puis psychique, etc. Si vous l'augmentez encore, vous allez avoir des effets plus graves, et peut-être des effets irréversibles. Nous sommes convoqués par la situation sur cette possibilité d'effets irréversibles monstrueux. Nous sommes convoqués à une réflexion, une méditation et une visée politique, donc de discussion politique, de débat politique et de choix sociétaux et de pratiques sociales et politiques, si vous voulez. Nous sommes convoqués, je dirais, tout de même à partir
de la question psychanalytique. C'est une question qui est posée partout, tout le temps, bien sûr. Mais l'intérêt de la poser en termes psychanalytiques ou d'avancer la psychanalyse sur ce terrain-là aussi, c'est, et je le dis en tant qu'anthropologue, je suis extrêmement intéressé par la psychanalyse et je pense que la psychanalyse est quelque chose d'extraordinaire, mais je ne suis pas psychanalyste moi-même. Je veux dire, je ne pratique pas la cure de parole, et mon activité est différente. Mais cela dit, je rejoins tout à fait cela. Et c'est important qu'il y ait justement des gens qui ne soient pas psychanalystes, qui disent mais la psychanalyse a quelque chose à faire d'extrêmement important, parce qu'elle met le doigt, elle met tout, l'esprit, les yeux, tout ce que vous voulez, sur la question essentielle de l'entraînement de l'espèce humaine, cas par cas, et en même temps global, dans la multitude, vers son propre suicide, rapide, relativement rapide, et planétaire, du fait même de certaines conformations psychiques, qui sont des conformations qui sont essentiellement paradoxales, et qui suscitent à la fois des angoisses et des désirs, qui peuvent produire des effets déjà catastrophiques pour la personnalité. Alors, des effets, par exemple, de névrose, des effets de psychose, ça c'est au niveau des individus, mais au niveau des collectifs, ça peut créer des entraînements absolument monstrueux, massifs, qui sont des entraînements guerriers, mais aussi des entraînements dans des pseudo-progrès qui vont finir par devenir épouvantables et contre-productifs, et que nous ne savons pas maîtriser. C'est-à-dire que c'est l'objectif de la maîtrise, modernisation, etc., qu'on lit encore dans les livres de classe de la 3e en France, où vous lisez encore, des tas d'affirmations professorales, vous voyez, sur la rationalité, je veux dire, des formes actuelles de l'industrie, de l'agriculture ou des services, et qui, en fait, sont des effets plutôt d'une couche précédente de vouloir maîtriser, et qui n'est plus à l'ordre du jour, qui est déjà dépassé complètement par ce qui se passe. Voilà. Donc, il faut savoir pourquoi il y a ce phénomène-là, et ce phénomène-là est consubstantiel de l'humain, aussi bien collectivement qu'individuellement. La parole est un vecteur fondamental de l'inconscient. La parole qui peut évidemment traduire ou définir des embranchements de signifiants particuliers par rapport à d'autres, notamment ce qui sort de la nuit ou ce qui sort du rêve, etc. Mais plus globalement, nous sommes véritablement face, je dirais, à un constat que permet l'analyse, à savoir notre immersion dans l'irrationalité, immersion dans le déraisonnable, vous voyez, pourtant associé depuis la modernité cartésienne à une sorte d'excédent ou de développement faux, en fait, vous voyez, du rationnel à l'opposé du raisonnable. Le raisonnable, c'est le rationnel qui serait capable de s'auto-limiter, c'est-à-dire au-delà d'un certain point, nous ne savons pas. Au-delà d'un certain point, nous ne devons pas savoir, parce que si nous savons tout sur tout, ce qui va se produire, c'est une sorte d'alignement d'un aspect du réel sur cette façon d'organiser le réel déjà, vous voyez, que représente la rationalité, et à ce moment-là, ce que vous avez, c'est une catastrophe, parce que, évidemment, le réel n'obéit pas d'une certaine façon, je veux dire, aux injonctions et aux appauvrissements et aux réductions que permettent la rationalité, je dirais, excessive, et surtout la rationalité sans borne. Vous voyez, il n'y a pas de borne. Voilà. Or, moi, je pense que tout est borné, et notamment les humains. Même si leur angoisse les fait partir dans toutes les directions, et des inventions extraordinaires, à la fois d'objets, de structures, de mondes sociaux, littéralement, vous voyez, de phénomènes identitaires, etc. Bon, il y a évidemment des limites, et le problème, c'est que c'est au-delà de ces limites, eh bien, nous devons faire attention, parce que nous ne savons pas. Et encore une fois, nous ne devons pas savoir. Pas surtout, bien sûr, il y a plein de choses, je ne suis pas en train de prôner l'obscurantisme, il n'est pas question de ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a simplement la politesse et la politique qui fait que quand vous discutez avec l'autre, avec autrui, qui est un alter ego, eh bien, vous ne devez pas tenter de tout savoir sur lui, parce que si vous savez tout sur lui, il n'a plus rien à vous dire. Et vous n'avez rien non plus à lui dire. Vous n'avez plus qu'à faire la guerre.
Vous voyez, c'est pourtant une chose très simple. C'est que la politique et l'aspect, comment est-ce qu'on pourrait, la morale de la conversation, c'est-à-dire où simplement on prend en compte l'autre en tant qu'il a quelque chose à vous dire ou à vous répondre ou à aller plus loin et à vous poser à son tour une question, eh bien, vous ne pouvez vous entretenir avec lui d'une façon véridique et démocratique, hein, que si vous avez comme maxime de ne pas tout savoir de lui, voilà, de ne pas le réduire à une machine justement. Vous voyez, non. Si vous faites ça, d'une part vous vous trompez parce que l'humain n'est pas une machine. Il y a des aspects machiniques, bien sûr, mais c'est pas une machine. Il y a quelque chose dans l'humain qui n'est pas la glande pinéale qui nous relierait à Dieu, mais qui est simplement justement la capacité de parler. Et cette capacité de parler elle nous oblige, vous voyez, à ne pas tout savoir de celui à qui nous parlons et avec qui nous parlons. C'est-à-dire laisser la liberté du sujet sur sa parole. Parce que s'il n'y a pas de liberté de la parole, il n'y a pas de parole. S'il n'y a pas de parole, vous n'avez aucune intelligence, tout disparaît, comme disait notamment Lacan. Et je crois que la solution de Pascal, du pari pascalien, a quelque chose de fou, c'est-à-dire de faux et de fou. C'est-à-dire que si nous sommes libres seulement de choisir entre l'enfer et le paradis, eh bien c'est évident que nous ne sommes pas libres. Et si nous ne sommes pas libres, la parole n'est pas véridique, elle n'est pas vraie, puisque en fait vous parlez à partir de maximes qui vous sont totalement extérieures. Et à partir de ce moment-là, c'est fini, il n'y a plus de liberté. Donc je crois que justement ce que nous dit la psychanalyse face à la crise actuelle, c'est que nous ne devons pas céder, en quelque sorte, vous voyez, à une espèce d'illusion voyez, qui consisterait à nous dire faut tous nous mettre en rang, et parce que sinon nous allons crever, etc. Je veux dire transformer les foules humaines en concentration, hein, ce qu'on a souvent fait, éliminer la contradiction, commencer à détruire une population sous prétexte qu'elle n'est pas bonne, etc. Tout ça, ça mène juste à la mort, ça mène à l'injustice, ça mène à l'aggravation des phénomènes néfastes. Ça ne mène pas du tout à leur arrangement. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est le passage entre l'opérationnalité, si vous voulez, la pensée opérationnelle, et quelque chose qui est une pensée inspirée de la parole et acceptant ses limites dans la parole, et qui fait qu'effectivement, nous devons avouer d'une certaine façon notre non pas impuissance, pas notre incapacité ni notre impuissance, mais parce que ça existe aussi bien sûr, mais notre devoir de ne pas tout enfermer dans un savoir mécanique. Le savoir mécanique, c'est un aspect du savoir, et c'est aussi un aspect d'un devoir qui dépasse le savoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'appuyer sur des savoirs réels. Au contraire, on se rend compte, encore une fois, je le redis, en fin de parcours, si vous voulez, c'est que, bien entendu, la puissance de l'inconscient, quand il nous fait croire que nous sommes conscients de tout, c'est justement de nous rendre inconscients, comme le mot l'indique, de la plupart des choses. Et donc nous devenons totalement irrationnels en prétendant totalement déraisonnables, mais aussi irrationnels, finalement. Vous voyez, en étant ultra rationnels et en cherchant la rationalité absolument partout et en cherchant à ce qu'elle nous tienne lieu de moi collectif. Vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment doit être discuté à tous les niveaux. Et notamment dans la façon dont les humains se sont organisés pour produire justement des instances de pouvoir qui sont des instances exclusivement stratégiques et qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est à dominer les autres humains ou à dominer les biens, les communs qui seraient autrement partageables différemment, si vous voulez. Voilà. Et donc c'est pour ça que la discussion politique, nous y sommes d'une certaine façon convoqués, mais nous ne sommes pas convoqués à travers le devoir de voter pour un tel, ça n'a rien à voir. Mais plus globalement, plus fondamentalement, de savoir qu'individuellement nous participons à des orientations justement globales, idéologiques globales, qui vont plus ou moins dans le sens d'une hyperrationalité qui est folle. Tout simplement, le mot folie intervient là, elle est folle,
plutôt qu'une raisonnabilité qui est simplement le fait de pouvoir discuter à partir de nos situations concrètes, de nos intelligences particulières, des pentes que nous avons à suivre d'une certaine façon dans tel embranchement de signifiants, et de mettre cela en balance dans une discussion soutenue, qui est d'ailleurs pas facile du tout à mener, mais dans lequel nous trouvons à la fois le respect des autres, de nous-mêmes, et justement d'une espèce d'intelligence, si vous voulez, d'un devenir qui reste ouvert. Parce que sinon, eh bien, c'est effectivement le phénomène, c'est la production de la perspective de la catastrophe. Voilà. Alors, évidemment que cela arrive dans un moment où M. Jancovici met le doigt sur la gabegie d'énergie et sur le fait que nous n'avons plus énormément de solutions à faire et que de toute façon ça va faire mal. Bon, ça c'est un peu son problème, d'autant qu'il va nous convaincre en même temps de trouver la solution dans le nucléaire, ce qui est pas non plus absolument évident. Il n'y a pas une réponse, il y a effectivement peut-être une façon d'être différente, et il n'y a pas de raison de faire comme si cette façon d'être que nous avons tous, nous ne pouvions pas la modifier. Et je crois que, enfin, personnellement, je n'ai pas de solution écologique à proposer immédiatement, mais ce qu'on a appelé, vous savez, vous voyez, de transformer l'espèce de gabegie, de gloutonnerie et de pléonastique, comme disait un ami. C'est-à-dire en fait voilà de consommation, de surconsommation, etc. Eh bien, si nous pouvons remplacer ça par une attitude plus sobre, comme on a dit, sobriété. Alors, je ne veux pas imposer la sobriété à d'autres, hein, mais déjà à moi-même, si j'essaie de réfléchir sur la façon dont je peux avoir une relation avec la production, une relation avec voilà les progrès qui nous sont fournis. Eh bien, je commence déjà à faire quelque chose avec ma famille, avec mon village, avec mon groupe, etc., qui peut avoir une influence absolument considérable sur les résultats chiffrés d'ici quelques années. C'est-à-dire qu'ils nous éviteront de faire d'autres bêtises. Et là, moi, je reste optimiste. Je suis pas absolument optimiste. Je pense qu'il peut y avoir au contraire, des avancées dans la catastrophe par un acharnement. Mais je pense que changer de façon de penser, façon d'être, peut venir assez vite, à la fois du point de vue des individus et du point de vue des collectifs, dans le sens de quelque chose qui soit moins nuisible pour l'ensemble de la planète et pour chacun aussi, et pour des groupes aussi, etc., et pour des endroits, des lieux, des formes de communautés humaines de taille variable, mais qui ne sont pas nécessairement emboîtables, vous voyez, dans une totalité absolue à laquelle il faudrait faire référence. C'est peut-être justement dans la pluralité que chacun nous pouvons trouver des solutions qui correspondront, je dirais presque magiquement, parce que il y a de la magie aussi dans l'intelligence, à la fois réflexive et ouverte. Nous pouvons obtenir des résultats absolument inattendus jusqu'ici, vous voyez. Il ne faut pas que nous soyons fixés sur une sorte de basculement, vous voyez, d'un hyper-optimisme vers un hyper-pessimisme, où nous saurions tout d'avance de ce qui arriverait aussi à l'humanité. Je pense que la raison est dans quelque chose qui n'est pas tellement au milieu, c'est pas juste milieu, mais c'est dans quelque chose qui sait effectivement utiliser certaines solutions quand elles sont bonnes, mais c'est aussi les refuser, même si elles se présentent comme ultra rationnelles, vous voyez, et plutôt préférer des voies un peu contournées, un peu détournées, un peu ralenties, un peu, etc., pour justement plutôt opposer une sobriété bénéfique à une envie, une pulsion d'emprise généralisée qui, elle, conduirait certainement au bout d'un moment donné à la catastrophe, surtout s'il s'agit de contrôler, par exemple, le climat. Vous voyez, là, on arrive dans des folies qui doivent être elles-mêmes, d'une certaine façon, considérées comme non pas à contrôler, mais à réduire où il faut s'en écarter, vous voyez, de ne pas tomber dans ce type de vision globale, etc. Voilà, ça c'est quelque chose, à mon avis, d'important, vers quoi une intervention psychanalytique, ou une intervention de la psychanalyse en tant qu'élément de la culture humaine, peut avoir une influence vraiment bénéfique.
Je vous remercie.